Bonjour à tous, du coup je m'appelle Jos Desforges, moi je suis doctorant en deuxième année au sein des laboratoires M2S et IETR. Et du coup avant de faire cette thèse-là, j'ai fait partie en fait, de la première promotion du master sciences du numérique et sport. Donc moi mon application de recherche, elle n'est pas dans le sport performance, elle est plus dans le domaine de la santé. Donc là l'idée c'est que dans un premier temps, je vais vous présenter en fait le projet de recherche sur lequel je travaille et ensuite en fait je pourrais parler un petit peu de l'implication de Digisport et donc comment un peu Digisport a influencé ce travail de recherche. Voilà. Donc le programme de recherche sur lequel je travaille, en fait, c'est l'idée d'utiliser la réalité virtuelle pour promouvoir l'activité physique adaptée chez des patients atteints de cancer. En fait, concrètement, l'activité physique adaptée, elle est utilisée pendant le processus de soins de cancer pour notamment lutter contre les différents symptômes qui sont associés à la maladie et à ses traitements. Donc ça permet notamment de diminuer la fatigue, qui est le symptôme majeur pour les patients atteints de cancer. Ça va permettre de limiter le déconditionnement physique et aussi de limiter la baisse de la qualité de vie. Donc l'OMS a alors des recommandations précises pour la part en oncologie, donc notamment 60 minutes d'exercice aérobique, au moins 5 jours par semaine, d'une intensité qui doit être d'au moins d'une intensité modérée pour avoir des réels bénéfices. Donc il y a vraiment cet aspect essentiel aussi de pouvoir adapter l'activité physique à chaque patient, que ce soit au profil du patient ou même à son état de forme du jour, pour avoir des réels bénéfices et aussi assurer la sécurité pendant toute la pratique. Donc cependant, bien qu'elle soit plébiscitée, en fait, cette activité physique adaptée, elle est rendue compliquée par les différentes contraintes qu'on peut retrouver. Donc soit des contraintes qui sont associées à la maladie directement, donc comme la fatigue qu'on disait, mais ça peut être aussi la douleur, ça peut être des cas spécifiques d'amputation, donc notamment pour les tumeurs des os par exemple, qu'on peut retrouver auprès des cancers pédiatriques. Et notamment des contraintes aussi de l'autre côté liées à l'hospitalisation. Donc notamment on travaille beaucoup avec les cancers hématologiques. Donc il y a des enfants qui sont isolés en chambre stérile, comme ils sont immunodéprimés, et donc ça va en fait limiter la pratique d'activité physique adaptée en groupe. Et donc toutes ces contraintes font que le niveau d'activité physique, bien qu'il est plébiscité, il va être plus faible chez les patients en oncologie plutôt que chez les patients, enfin que chez des personnes saines. Et donc en plus, cette différence, elle est particulièrement marquée en fait, chez les patients pédiatriques. Donc c'est auprès de cette population qu'on s'est d'abord focalisé dans un premier temps. Et donc il y a de nouvelles solutions qui émergent pour promouvoir en fait, l'activité physique adaptée, malgré les différentes contraintes qu'on peut trouver en oncologie. Donc en fait, parmi elles, il y a l'utilisation des jeux vidéo actifs. Donc les jeux vidéo actifs, en fait, c'est des jeux vidéo où le joueur, il doit bouger, il doit effectuer des mouvements pour performer dans le jeu. Donc ça va augmenter une dépense énergétique. Et donc leur utilisation en oncologie, elle a d'ores et déjà été investiguée. Et en fait, il semble qu'on puisse avoir des bénéfices similaires, donc que ce soit physiologiques ou psychologiques, à ceux qu'on peut obtenir avec une activité physique adaptée traditionnelle. Donc il y a différents supports de jeux vidéo actifs qui existent, et notamment un des supports émergents, c'est la réalité virtuelle. En fait, on a à la fois un avantage logistique, parce que ça va contenir le processeur, et tout sera imbriqué dans un dispositif de réalité virtuelle. Et en fait, ça va être d'un autre côté plus immersif et engageant pour le joueur. Et donc c'est dans ce contexte qu'un premier jeu vidéo actif en réalité virtuelle a été développé avec pour objectif d'être personnalisable à chaque patient. Donc on s'est inspiré du jeu Beat Saber, et donc en fait c'est des cubes qui défilent au niveau du joueur, et il faut couper les cubes qui arrivent avec la couleur correspondante dans le sens qui est indiqué par les flèches. Donc dans un objectif d'adaptabilité et d'accessibilité, on a ajouté différentes options, donc la possibilité de choisir différents environnements, la possibilité d'utiliser des obstacles à éviter ou non. On peut jouer dans plusieurs positions, donc en fonction des contraintes et de l'état de forme de l'enfant. Donc on peut jouer debout, assis ou à genoux sur le lit, dans certains cas. On peut faire varier la difficulté. Donc en fait, cette variation de difficulté, ça va faire varier la densité de cubes qui va être générée, donc le délai entre chaque cube. On a la possibilité de jouer avec 2 mains ou une seule main. En fait, il y a certains enfants, notamment dans les cas de perfusion, qui ont trop mal à un des 2 bras, et donc ils doivent pouvoir utiliser le jeu avec un seul bras si c'est nécessaire. Et voilà, on peut jouer avec ou sans les manettes. Donc ce qui peut faciliter aussi des fois limiter le nombre de matériel qu'on amène dans la salle si on joue seulement avec les caméras du casque. Mais alors la question principale, ça reste, qu'en est-il de la faisabilité d'implanter un jeu vidéo actif en réalité virtuelle au sein d'un service d'oncologie pédiatrique? Alors pour répondre à cette question, on a mené une première étude de faisabilité, donc une étude exploratoire, auprès du service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital sud de Rennes. Donc pendant 2 mois, on allait proposer 4 sessions du jeu vidéo actif aux enfants, donc aux enfants et adolescents qui étaient hospitalisés au sein du service. Et donc on a exploré la faisabilité au travers de 3 métriques principales, la compliance, l'acceptation et l'intensité de l'activité physique. Alors concrètement, la compliance, ça correspondait au taux entre le nombre de sessions réalisées par enfant par rapport à celles qu'on lui avait proposées. Donc ça nous a servi à savoir est-ce qu'en fait le jeu était réellement joué par les enfants.
On a aussi récolté l'acceptation avec un questionnaire qui était dérivé du Technology Acceptance Model Questionnaire. Donc, on avait aussi à l'intérieur de ce questionnaire le Simulator Sickness Questionnaire pour notamment relever tous les effets secondaires qui peuvent associer à la pratique d'un jeu en réalité virtuelle. Et pour vraiment savoir si est-ce qu'on arrivait à amener une intensité modérée avec la pratique de jeu, on a alors estimé à partir d'un modèle qui associe la fréquence cardiaque à l'exercice et les données anthropométriques de l'enfant, qui est proposé par l'IE collaborateur, on a estimé de manière indirecte l'intensité de l'exercice pendant la pratique. Alors au total, il y a 13 enfants qui ont participé à l'étude, 8 d'entre eux étaient atteints de leucémie et 5 d'entre eux étaient atteints de sarcome. Donc on a observé une différence importante en fonction des âges, en fait, ce qui nous fait penser que par la suite on pourra profiler en fait, le type de patient, notamment en fonction du type de cancer. Pour ce qui est des résultats, on a obtenu des résultats très satisfaisants de compliance. On était à 70%. Donc en moyenne, les enfants ont participé à 66% des sessions qui leur étaient proposées. Donc en fait, c'est des résultats qui sont similaires à d'autres interventions de jeux vidéo actifs en oncologie. Pour ce qui est des résultats d'acceptation, on a eu des scores vraiment très élevés dans toutes les composantes, donc que ce soit la perception de la facilité d'utilisation, la perception de l'utilité de l'intervention, l'intention d'utilisation, l'expérience utilisateur, donc ça contenait notamment le plaisir perçu lors de la pratique, l'auto-évaluation des performances, et surtout notre point crucial donc avec le Simulator Sickness Questionnaire, c'était qu'on a eu des scores très faibles pour tout ce qui était symptômes oculomoteurs ou alors ça peut être des symptômes de nausée. Donc il n'y a eu aucun effet majeur secondaire qui n'a été ressenti pendant la pratique, pendant ces expérimentations. Pour ce qui est de l'intensité de l'activité physique, alors il y a eu une intensité qui a été très variable en fonction des différentes sessions, mais en moyenne, on a obtenu une valeur mètre de 4,4 mètres, donc ça reste une estimation indirecte, mais ça nous laisse penser qu'on peut obtenir une intensité au minimum modérée à la pratique de jeux vidéo actifs. Donc voilà, les 3 résultats que je viens de citer nous laissent à penser de manière assez encourageante qu'un jeu vidéo actif en réalité virtuelle semble être faisable et acceptable au sein d'une unité d'oncologie pédiatrique. Mais le deuxième message qu'on a aussi souligné lors de ces pratiques, c'est que les options présentes dans le jeu, ça semblait être un levier d'action pour faire varier l'intensité de la pratique, mais on observait tout de même une variabilité très importante, même pour un même choix d'option. Donc ça, c'est pénalisable quand on cherche à avoir une activité physique qui va être adaptée à chaque patient. Et donc, on a commencé à travailler pour essayer de soulever cette limite. On a commencé à travailler sur l'intégration de modèles adaptatifs au sein de notre jeu vidéo actif pour avoir la main mise sur l'intensité qui était vraiment proposée à l'enfant. Alors concrètement, ce n'est pas la première fois qu'il y a des modèles adaptatifs qui sont intégrés dans des jeux vidéo actifs. En fait, c'est décrit par Sinclair et collaborateurs dans le Dual Flow Model. Ça sert à répondre à 2 objectifs principaux, notamment l'efficacité de la pratique et l'attractivité du jeu vidéo actif, donc notamment pour augmenter l'adhérence. Donc nous, on travaille avec des populations cliniques, donc il y a un objectif aussi prioritaire qui est ciblé de notre côté, ça va être d'assurer la sécurité du patient lors de toute la pratique. Alors concrètement, appliqué à notre modèle, comment ça marche? En fait, en fonction de la fréquence cardiaque qui est obtenue, on va venir faire varier notre variable qui va correspondre à la tâche motrice qu'on va exiger au joueur, donc qui va être dans notre cas le nombre de cubes par minute qui va être défilé. Donc si vous vous rappelez, c'était la variable qu'on faisait varier pour les différentes difficultés qu'on proposait aux patients. En fait, en fonction de la tâche motrice qu'on exigera au joueur, on va pouvoir avoir un impact sur la fréquence cardiaque de réponse à l'exercice. Donc l'idée, voilà, nous, ça va être de pouvoir atteindre une fréquence cardiaque qu'on aura ciblée et de pouvoir la maintenir pendant toute la pratique en limitant au maximum en fait, les situations d'overshoot. Donc les overshoots, c'est les dépassements. Donc pour notre jeu, voilà, on a dû développer un système qui permettait de communiquer en temps direct les données de fréquence cardiaque avec le cardiofréquence-mètre et qui les transmettait à chaque seconde au dispositif de réalité virtuelle. Voilà, là, pour l'instant, c'est basé sur des parties de 10 minutes et on a ajouté notamment une rampe linéaire d'échauffement au début de la partie qui fait que la cible évolue de la fréquence cardiaque de repos jusqu'à la fréquence cardiaque qu'on cible pour l'exercice. Donc voilà, c'est un agent qui va avoir l'action sur le nombre de cubes par minute. Mais la question principale, ça reste ici, quel type d'agent peut efficacement en fait, moduler la fréquence cardiaque dans ce contexte des jeux vidéo actifs? Alors l'agent qui a été très largement et historiquement utilisé dans les jeux vidéo actifs, c'est ce qu'on appelle un contrôleur PID. Donc c'est un contrôleur assez simple à mettre en place, avec notamment une composante proportionnelle, une composante d'intégration et une composante de dérivation. Donc c'est Sinclair et collaborateurs qui avaient mis ça en premier dans un dispositif où le contrôleur PID allait agir sur la résistance de l'ergocycle pour pouvoir justement avoir un impact sur la fréquence cardiaque.
Mais il y a plusieurs problèmes avec l'utilisation de ce PID, c'est que notamment, en fait, les gains doivent être ajustés de manière empirique. Et le problème avec les signaux physiologiques, c'est que d'un individu à l'autre, il y a des différences et donc la réaction physiologique ne va pas être aussi rapide, par exemple, chez un sujet sédentaire que chez un sujet entraîné. Donc il y a déjà une différence interindividuelle qui est très importante. Et nous, dans notre contexte, on travaille aussi avec des populations cliniques. Donc il y a une variation intra-individuelle en fait, d'un jour à l'autre. La réaction physiologique ne va vraiment pas être la même en fonction même pour une même charge d'entraînement. Il y a aussi un autre problème qui fait que dans notre cas, les phénomènes d'inertie qu'on peut obtenir avec un PID sur ergocycle vont être accentués. C'est que nous, on n'aura pas une variation directe de la charge de travail comme avec un ergocycle où on fait varier directement la résistance du vélo. Nous, on va faire varier donc déjà une tâche indirecte, donc la densité de génération des cubes, et en plus il y a un délai entre le moment d'apparition des cubes et le moment où ils arrivent au niveau du joueur. Ce qui fait qu'on a un phénomène d'inertie qui sera accentué ici, et donc que les gains fixes ne vont pas pouvoir couvrir l'entièreté des profils physiologiques. Alors pour essayer de moduler de manière plus fine cette intensité d'activité physique, nous avons développé l'agent PACE-DRL. Donc en fait, il s'agit d'un contrôle qui est basé sur l'apprentissage profond par renforcement, et dont l'objectif, ça va être d'ajuster le nombre de cubes par minute pour réguler la fréquence cardiaque, donc de la même manière que le PID. Donc concrètement, c'est quoi? En fait, c'est un modèle qui va venir s'entraîner avec de l'essai-erreur. Il va venir agir sur un environnement, et le modèle va apprendre à moduler de manière la plus précise possible le nombre de cubes par minute pour avoir la meilleure note possible sur notre barème qu'on lui aura indiqué. Donc ça, c'est un des gros avantages de notre modèle d'apprentissage profond par renforcement, c'est qu'on peut lui expliciter un objectif de sécurité au-delà d'un simple objectif de précision, comme on peut le faire avec un contrôleur PID. Donc ce qui fait qu'on va pouvoir explicitement lui dire qu'il ne faut surtout pas dépasser l'intensité prescrite. Donc notamment, c'est quelque chose de primordial quand on travaille avec des populations cliniques et dont on ne cherche surtout pas à excéder l'intensité qui a été prescrite. Donc notre problème, c'est que sur l'essai-erreur, il nous fallait en fait un environnement capable de reproduire fidèlement un signal de fréquence cardiaque à l'exercice. Et donc on a dû, pour ce faire, développer un générateur physiologique qui simulait des fausses parties. Donc là, il y avait vraiment plusieurs problématiques. Il fallait que ce signal cardiaque soit assez réaliste pour pas que en fait, l'agent s'optimise sur un signal qui était trop stéréotypé. Donc on a dû inclure au sein de ce générateur physiologique à la fois un mapping individuel, donc de dose-réponse, et on a dû ajouter aussi un délai physiologique temporel, donc qui correspondait. Donc il doit être variable parce qu'il y a différents profils physiologiques qui sont générés. Et on a aussi ajouté en fait de la stochasticité. On a dû ajouter des bruits qui peuvent être similaires à ceux qu'on peut retrouver chez les signaux de fréquence cardiaque plus classiques. Donc juste un petit exemple de ce que ça donne. Donc il y a une variation, vous voyez la variable nombre de cubes par minute qui va venir en fait s'adapter à chaque seconde dans le but. Donc là la cible c'était 60% de FC max. Donc c'est une estimation. Et en fait, il va y avoir une réactivité qui va être beaucoup plus importante et surtout, il va réagir différemment en fonction du profil physiologique qu'il a en face de lui. C'est un des gros avantages. Et donc, ce qui nous permet en fait d'envisager après une utilisation chez des populations où l'état physiologique sera plus instable. Donc ça, c'est juste un exemple. On est pour l'instant au premier pré-test de l'utilisation de ce modèle et on a des premiers résultats encourageants. Donc là, vous voyez la variation du nombre de cubes par minute pendant la partie. Donc là, vous voyez des pics. Mais voilà, c'est des choses qu'on essaiera d'investiguer. C'est quelque chose, bon, pour l'instant, c'est que du qualitatif, hein, mais en fait, c'est une variation qui ne se ressent pas dans le jeu. Et donc, c'est des choses qu'on essaiera de relever de manière quantitative avec nos expérimentations. Ok, donc maintenant qu'on a différents types de modèles, on a défini en fait des métriques qui permettaient d'évaluer si oui ou non un contrôleur était capable de moduler efficacement l'intensité de l'activité physique selon nos objectifs précis. Donc on a déterminé 3 métriques principales, le temps en zone qui était le pourcentage de temps où l'AFC était dans la zone cible. Donc là on a défini une zone à plus ou moins 5% de l'intensité qui était prescrite. On a aussi sélectionné la RMSE donc pour une métrique de précision plus classique. Et on a surtout en fait intégré à nos métriques l'overshoot, donc l'intégration du dépassement de la fréquence cardiaque. Donc en fait on va venir relever toute l'aire où la fréquence cardiaque est au-dessus de notre zone d'intensité qui a été prescrite. Donc ça, ce sera vraiment une métrique prioritaire dans un objectif où nous, on veut assurer la sécurité du patient pendant la pratique. Donc on va réaliser, là, normalement, on devait avoir hier les résultats du CER, ça va peut-être tomber aujourd'hui, sur l'étude qu'on va d'abord faire chez sujet simple pour valider, en fait, pour voir si est-ce que notre modèle peut réellement mieux anticiper toutes les situations de dépassement et donc, à terme, pouvoir mieux se projeter sur une utilisation auprès de patients en oncologie.
Donc ça va être 40 participants et chaque participant réaliseront en fait 3 parties, mais donc 2 adaptatives. Un avec le contrôleur PID, un avec le contrôleur d'apprentissage profond par renforcement. Et donc on appliquera les 3 métriques que je viens de citer juste avant. Donc je fais ma pub, si vous êtes intéressé, on recrute. Donc si vous êtes intéressé par le système et que vous voulez tester 2 parties adaptatives, voilà, ce sera au laboratoire M2S. On est inclusif. Et donc, avec l'optique de valider d'abord chez sujet sain ce modèle d'apprentissage profond par renforcement, on veut se projeter vers une étude clinique qui nous permette vraiment un déploiement de ce modèle-là en milieu clinique. Là, on a vu qu'une des grosses limites, c'était qu'on n'avait aucun moyen de moduler finement l'intensité. Avec ce modèle, on projette, même chez des états physiologiques qui vont être très instables, de pouvoir proposer une activité vraiment fidèle et dont l'intensité, on aura la main mise. Donc l'idée en fait avec cette étude qui se passera sur 3 sites différents, donc les hôpitaux Cochin et Necker à la PHP à Paris et à l'hôpital Pont-Chaillou au CHU de Rennes. Donc ce sera cette fois-ci chez les patients oncologie chez l'adulte. Il y aura 3 objectifs prioritaires. Donc évaluer en fait la faisabilité interventionnelle de notre jeu vidéo actif en réalité virtuelle pendant tout le processus de l'hospitalisation du patient. Dans un second temps, il y aura donc, c'est ce que je disais, c'est la validation en fait de tel système pour moduler l'intensité chez des profils qui sont beaucoup plus instables que ce qu'on peut retrouver chez les sujets sains, physiologiquement je parle, et une meilleure compréhension multimodale de l'activité physique adaptée. Donc ça c'est un des gros points forts, c'est quelque chose qu'on veut investiguer, c'est qu'en fait on veut avoir une meilleure compréhension du lien entre l'état du patient et la pratique d'activité physique adaptée. Donc concrètement, à quoi ça correspond? En fait, l'idée c'est qu'on va pouvoir récolter différents types de données pendant ce processus pendant le processus interventionnel, donc notamment les données cliniques donc qui sont déjà récoltées pendant le processus de soins, des métriques relatives aux patients, donc ça peut être la qualité de vie, l'expérience vécue, des données physiologiques à l'exercice, donc notamment la fréquence cardiaque, des données relatives au jeu, donc le score, le pourcentage de précision, ça peut être des métriques qui peuvent affecter en fait l'engagement du joueur dans le jeu. Et des données cinématiques. Donc là, on a l'avantage d'utiliser un casque de réalité virtuelle qui va récupérer automatiquement l'accélérométrie des contrôleurs et du casque. Et l'idée, c'est d'avoir une meilleure compréhension de, en fait, comment une composante peut affecter une autre. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir investiguer par la suite grâce à toutes les données qu'on va venir récolter. Donc ça, c'était juste des exemples un petit peu de différentes données, mais donc là, c'est l'exemple d'une partie incrémentale. Donc on voit, donc il y a le nombre de cubes par minute qui augmente avec des paliers d'une minute. Et ça, c'est juste des premières questions qu'on a commencé à remarquer, c'est que quand il y a une baisse du pourcentage de précision, donc le joueur n'arrive plus à suivre la cadence de cubes qui lui était envoyée, on observe en fait aussi, dans certains cas, une baisse de l'engagement moteur. Alors soit ça peut être dû à juste une perte de motivation, mais ça peut aussi juste être dû au fait que le joueur n'a plus le temps de se baisser de la même manière qu'il le faisait au début. Mais ça va nous permettre de mieux comprendre si est-ce que augmenter juste le nombre de cubes va être la chose la plus pertinente à faire à chaque situation. Et donc, cette meilleure compréhension de l'activité physique adaptée, ça nous permet aussi de nous projeter vers l'utilisation vraiment maximisée de notre modèle d'apprentissage profond par renforcement. En fait, au mieux de simplement se baser sur la fréquence cardiaque et le nombre de cubes par minute, on pourrait avoir en fait un état beaucoup plus global qui intégrerait aussi les données cinématiques et notamment des données des scores. Donc l'idée, c'est pas d'avoir un jeu qui est beaucoup trop dur pour le joueur, donc ça, ce serait intégré aussi dans le modèle. L'idée, c'est de pouvoir, par le biais d'actions multiples, donc là, c'est des exemples, mais ça peut être aussi adapter l'espace entre les cubes pour essayer d'augmenter l'amplitude motrice. Ça peut être une modification de l'environnement de jeu, donc soit le visuel ou la musique pour notamment avoir un impact sur l'affect. Et donc le but avec ce modèle-là, ce serait de pouvoir optimiser non pas seulement l'efficacité et la sécurité comme on le fait autrement, donc déjà améliorer ces deux objectifs-là, mais aussi de ne pas oublier l'attractivité qui est essentielle pour avoir une bonne adhérence sur le long terme. Donc voilà, c'est juste rapidement pour conclure sur cette partie recherche. Voilà, ce modèle PACE-DRL, il vise à moduler de manière plus fine l'intensité de l'activité physique et donc de pouvoir nous projeter chez une utilisation auprès de populations pathologiques. Donc il y a ce recueil des données multimodales qui va être vraiment essentiel pour mieux comprendre les interactions des différentes composantes lors de la pratique d'une activité physique adaptée. Et donc l'élargissement de ce modèle-là, il va être primordial par la suite parce qu'en fait, il va pouvoir nous faire projeter sur un jeu vidéo actif qui serait beaucoup plus intelligent et beaucoup plus adapté à chaque patient.
Donc là, j'ai présenté le projet de recherche sur lequel je travaille depuis le stage de Master 1, mais donc maintenant, je peux vous parler un petit peu de mon expérience Digisport et donc de comment ça a pu influencer notamment ce parcours de recherche. Donc d'abord, j'ai réalisé une licence TAPS à l'université Rennes 2 avec la mention ESPN, donc l'ergonomie du sport et performance motrice. Donc déjà un petit peu cette orientation pour la santé de l'activité physique. Et donc après, j'ai intégré, notamment avec Kylian, la première promotion du master sciences numériques et sport qui est proposée par l'EUR Digisport. Et après, ensuite, j'ai commencé en 2024 ce doctorat, donc qui est intitulé l'activité physique adaptée chez les patients atteints de cancer, impact de la réalité virtuelle. Et donc, je suis encadré par Amélie Rébillard du laboratoire M2S et Catherine Soladier du laboratoire IETR. Alors du coup, j'ai un peu eu ces deux expériences distinctes avec Digisport. Donc d'abord, une expérience en tant qu'étudiant de master. Donc là, je rejoins Antoine sur le fait que, en fait, ça nous permet de développer des compétences qui vont toujours avoir pour but, nous, dans notre cas, faut pas perdre cette identité-là, d'avoir une application dans le domaine de la santé. Pardon, je veux pas vendre mon... dans le milieu du sport, donc que ce soit dans un objectif de performance ou un objectif de santé. Donc c'est un master qui est, peut-être que Richard l'a rappelé ce matin, mais c'est un master qui est très modulaire. Donc on peut vraiment en fait se personnaliser en fonction de nos préférences et de nos sensibilités. Donc j'ai suivi en fait un nombre assez important de cours en informatique, donc que ce soit pour la programmation, et donc notamment le développement de la réalité virtuelle. Donc j'ai pu assister à Alexandre Vus sur le développement du jeu vidéo actif en réalité virtuelle, des compétences en sciences des données, donc que ce soit pour l'analyse stat, mais là notamment pour en fait cet apprentissage profond qui m'a permis d'aller sur des modèles que j'aurais pas pu envisager sans cette formation. Et donc toujours mis en lien avec ces sciences du sport, donc moi plutôt dans le milieu de la santé. Donc voilà, c'est là par exemple, c'est un exemple précis, mais le générateur physiologique qu'on a dû créer, il a fallu mixer en fait des compétences de modélisation et des compétences de connaissances physiologiques pour vraiment avoir un signal qui était le plus précis possible et proche de la réalité. Et donc pour l'impact de Digisport au niveau doctoral, bon déjà il y a l'aspect assez évident financier qui finance, donc merci Digisport pour ça. Donc que ce soit le financement de la thèse de manière globale ou même l'environnement de thèse, donc ça permet d'aller en congrès. J'ai eu la chance de participer à un congrès I3E notamment, donc avec un coût d'inscription qui est très élevé. Donc ça permet de nous permettre un petit peu de communiquer nos travaux. Donc ça c'était une très bonne chose. Et en fait, l'autre rapport vraiment essentiel de Digisport, en fait, c'est la communication entre les différentes structures qui font partie de ce consortium. En fait, le projet, il est même né grâce à Digisport parce que c'est venu de base d'une collaboration entre Centrale Supélec et le laboratoire M2S. En fait, Amélie m'a raconté que c'est venu d'une journée de recherche qui avait été organisée où c'était un peu un speed dating mais pour les chercheurs. Et donc, c'est ce qui avait permis en fait de faire naître une collaboration entre Centrale Supélec et le laboratoire M2S autour en fait de la thématique numérique et santé. Et c'est de ça, en fait, qu'il y a eu après la création d'un groupe d'étudiants qui a travaillé sur ce projet-là au début à Centrale Supélec, donc dans le cadre d'un module Serious Game. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer ce projet-là, donc que ce soit en Master 1 et en Master 2 avec les premières expérimentations chez les enfants atteints de cancer. Et donc là, j'en suis actuellement à ma deuxième année de doctorat. Donc on a vraiment pris notre temps pour essayer de bien développer un modèle qui serait implémentable en milieu clinique. Donc là, je remercie aussi Étienne Brière, parce que là, je l'avais dit vite fait pendant la présentation, mais Étienne Brière, c'est aussi, il a été étudiant au Master Sciences numériques et sport, donc dans la promotion juste après la mienne. Et en fait, c'est lui qui a travaillé sur la communication entre le cardiofréquencemètre et le dispositif de réalité virtuelle. Donc ça permettait en fait d'avoir un profil qui avait à la fois les compétences techniques pour développer ce système-là, et en même temps la connaissance en fait, il savait bien quelles données physiologiques il fallait envoyer, et donc ça a facilité vraiment le dialogue pendant tout ce processus-là. Donc voilà. Merci pour votre écoute et si vous avez des questions... Est-ce que vous avez des questions? Rien. je mets le micro pour pas me faire engueuler. Merci pour cette présentation. J'ai plein de questions. Le côté PID et le côté apprentissage. Est-ce que ça vaut le coup d'aller regarder les différences ou pas Les différences entre PID et DRL? Oui, à un moment c'est la même fonction, c'est une fonction d'asservissement. Ouais, c'est exactement cette manip-là qu'on va réaliser. En fait, l'idée c'est de...
l'idée d'abord, on va aller chez sujet sain pour essayer de comparer la différence entre les deux. Ça va être notamment de voir si ce que en fait déjà le PID qui va agir de manière différente, c'est que notre apprentissage profond par renforcement, il va avoir une action continue sur le nombre de cubes par minute, alors que le PID, ça va plutôt être juste du delta. Ça va être un delta CPM qui va être appliqué. Et donc là, cette expérimentation-là, elle vise justement à savoir si ce qu'on a observé avec le PID, les phénomènes de dépassement. C'était ça que je voyais là. D'accord, ok. Bon, puis la bonne nouvelle, c'est que tu veux pas tuer d'enfants quand tu fais l'apprentissage. Oui, voilà, c'est ça. C'est que ça nous a pris plus de temps, mais au moins ça permet de réentraîner. Par contre, là, participants, tu viens de dire participants sains. C'est ça que j'ai entendu. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent changer entre les sains et les pas sains? Par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est moins de 60 ans, donc tout va bien. Mais... En fait, le côté, c'est d'abord d'aller chez des sujets sains parce qu'il y a des profils en situation pathologique qui peuvent avoir en fait une instabilité beaucoup plus importante que chez les sujets sains. Donc que ce soit en réponse à l'exercice, c'est pour ça que je parlais en fait déjà d'une variabilité intra-individuelle chez les sujets sains et une variabilité interindividuelle qui existe aussi chez ces sujets sains. Je vais pas le dire autrement. Chez les sujets sains. Et donc, cette variabilité intra-individuelle, elle est encore plus marquée potentiellement chez des sujets sains. Donc là, notamment avec, en fait, pour ça que je parlais de mettre en lien après à la fin, c'est que, notamment pour les patients atteints de cancer hématologique, il y a des situations d'anémie qui vont être très fréquentes. Et en fait, une situation d'anémie, ça peut notamment amener une fréquence de repos qui va être beaucoup plus élevée. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, chez les populations pathologiques, on ne va pas viser une intensité précise d'activité physique. Ce qu'on va viser, c'est plutôt un état physiologique instable. Un état physiologique. Donc que ce soit, il y a un jour où la FC de repos elle peut être à 105, 110, on va en fait juste chercher à monter de 10, 15 et en fait on est bien conscient qu'une intensité à 120 BPM ne sera pas la même pour un patient atteint de cancer, que ce soit d'un jour à l'autre, en fonction des traitements qu'il a pu recevoir notamment.